Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du polymorphisme d'héritage, qui est une des grandes notions UCB+, découlant de l'héritage et permettant de faire abstraction utile des objets pour réaliser des comportements un peu plus avancés que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Alors, on va commencer par parler du polymorphisme d'héritage en lui-même. On va définir ce que c'est. On va parler de la compatibilité des types qui découlent de l'héritage et qui permet le polymorphisme. Après quoi, je vous parlerai de ce que c'est qu'une méthode par rapport à une fonction membre. On discutera du mot-clé virtual, qui est nécessaire pour créer une méthode, des effets concrets que ça a au niveau du code, et des diverses considérations techniques que ça peut entraîner, des contraintes que ça peut avoir, et des choses auxquelles vous devrez faire attention. Ensuite, on vous montrera un exemple concret de polymorphisme d'héritage et de comment on s'en sert réellement. Alors, on va commencer par définir réellement ce que c'est que le polymorphisme d'héritage. Alors, en gros, le polymorphisme d'héritage, c'est partir du principe que, comme un objet B hérite, enfin une classe B hérite d'une classe A, on peut manipuler un objet de type B en tant qu'un objet de type A, puisque si B est un A, alors B se comporte comme un A. Alors, pour l'instant, ça a l'air un petit peu abstrait, mais on y viendra après. Alors concrètement, à quoi ça sert? Alors, ça sert à faire abstraction du type réel d'un objet. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, on a un objet d'un type spécialisé, on sait qu'il hérite d'un autre type plus générique, et on peut manipuler cet objet spécialisé en tant qu'un objet de type plus générique, parce qu'on sait que, puisque c'est un objet du type générique, il peut faire au moins les mêmes choses. Donc, ça me permet de manipuler les objets de façon parfaitement abstraite. Ça découle de l'héritage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On part du principe que, puisque B est un A, alors B se comporte comme un A, ce qui est logique quand on y réfléchit. Et ça permet d'avoir des comportements qui sont déterminés uniquement à l'exécution. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une interface quelconque pour manipuler un objet, disons un animal. Vous pouvez avoir plusieurs types qui découlent de l'animal, le poney, la loutre, l'éléphant, l'éléfoutre, si ça met c'est votre truc, et manipuler plein d'animaux en tant qu'animaux sans savoir quel type ils ont réellement. Ça permet d'avoir une interface unique, l'animal, mais des effets multiples, parce que tous les animaux ne se comportent pas forcément de la même façon. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut commencer par faire? On peut commencer par dire que, comme un poney est un animal, un poney s'utilise comme un animal. Alors, comme vous le voyez dans l'exemple ci-dessous, je peux déclarer ma classe animal, peu importe ce qu'il y a dedans, créer une classe poney qui hérite de l'animal, donc un poney est un animal, et ensuite, j'ai le droit d'écrire des choses comme ça. Animal étoile Bob égale new poney, ça compile. Parce que, étant donné qu'un poney est un animal, je peux manipuler un poney comme si c'était simplement un animal. Le compilateur n'y verra pas de problème. Il faut bien faire attention par contre au fait que, comme vous le dit le petit poney ici présent, si j'ai fait un poney étoile Jim égale new animal, ça compilera pas. Il ne faut pas commencer à inverser la relation d'héritage. Un poney est un animal car un poney hérite de l'animal, mais un animal n'est pas forcément un poney. Quelque chose auquel il faut bien faire attention, déjà pour commencer. Donc si vous comprenez bien la relation est-un qui implique comme 1, ce qui implique qu'on peut manipuler un poney comme un animal ou de façon plus générale un type spécialisé en tant qu'un type générique, on peut commencer à passer à la suite. Alors, les méthodes. Donc jusqu'à maintenant, vous manipuliez des fonctions et des fonctions membres. Vous avez déjà peut-être entendu le terme de méthode dans notre langage objet. Alors en C++, une méthode, c'est une fonction membre dont le comportement n'est pas déterminé à la compilation uniquement, mais déterminé à l'exécution. Alors, la première chose importante qu'il y a à voir avec ça, c'est le mot-clé virtual. Le mot-clé virtual, c'est ce qui permet de déclarer une méthode par opposition à une fonction membre. Donc, comme vous le voyez bien en gras sur les slides, quelque chose de très important, une fonction membre qui est déclarée comme virtual, c'est une méthode. C'est comme ça qu'on l'appellera à partir de maintenant, donc faites bien attention à cette dénomination. C'est la clé de voûte du polymorphisme d'héritage en C++, effectivement, parce que c'est ce mécanisme-là qui permet de dire au compilateur que vous voulez que le comportement soit déterminé à l'exécution, et pas non plus à la compilation. Donc ça permet en gros de dire, je veux que tu utilises le type réel de mon objet, et pas le type abstrait. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, si je manipule un poney comme un animal, le type réel c'est le poney, le type abstrait c'est l'animal. Toujours un bon point de vocabulaire à retenir. Donc je disais, si jamais j'ai un poney que je manipule comme un animal, les méthodes, par opposition aux fonctions membres, ça permet de dire au compilateur, je veux que, quand j'utilise cet objet, tu utilises le comportement du poney, et non pas le comportement de l'animal. Alors, comme vous le dit le petit poney en dessous, quand on précise virtual à une fonction membre, il est utile de faire pareil dans les classes filles. Alors pourquoi est-ce que c'est utile? Le comportement de virtual, il est hérité, ça c'est un fait.
Par contre, c'est pour une simple question de clarté. Quand vous allez déclarer une fonction membre virtuelle ou une méthode dans une classe, et que dans ces classes filles, vous ne la redéclarez pas comme virtuelle, vous allez vous embrouiller. Si vous faites encore une relation d'héritage derrière, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui est virtuel, qu'est-ce qui n'est pas. Donc, simple question de propreté, répétez le mot-clé virtuel. Donc, on va commencer par voir un petit exemple très simple. Dans la classe animale, si j'ai une fonction membre void crier, fonction membre tout à fait normale, ça vous savez faire depuis quelques jours, je pense l'espérer. Si on rajoute virtual derrière, ça veut dire que crier est maintenant une méthode, ou alors une fonction membre virtuelle, comme vous préférez. Alors, virtual, c'est pas comme l'héritage virtuel, comme vous avez pu voir avant, c'est un tout autre contexte. Si je dis virtual void crier, ça veut simplement dire que crier est une méthode, que son comportement sera déterminé à l'exécution et non pas à la compilation. Donc retenez bien ça, méthode virtual, fonction membre, rien du tout. Alors quels effets ça va avoir? Ça va déterminer le comportement à l'exécution et non plus à la compilation, comme je viens de le dire un certain nombre de fois. Et ça permet, lorsqu'on va évaluer le comportement, évaluer ce que va faire l'appel à une fonction membre, méthode, de regarder quel est le type réel de l'objet et non pas le type par lequel on le désigne. Toujours le même exemple, si j'ai un animal, puis un poney qui arrive de l'animal, j'ai un animal étoile Bob égale new poney. Si je fais Bob, flèche, crier, ça ne va pas utiliser le type, enfin le crier de l'animal, qui est mon type abstrait, ça va descendre dans l'arbre d'héritage jusqu'à mon type réel, et voir, tant que la fonction membre est virtuelle, je descends, je descends, je descends, je vais voir, je m'arriver au poney. Voilà, je vais utiliser la fonction la plus dérivée possible, c'est-à-dire celle du poney. Alors, voyons ça de façon un peu plus claire. Le cas normal, celui où j'ai pas de méthode, j'ai simplement une fonction membre. Donc avec un arbre d'héritage assez simple, un animal dont découle un poney, corse. Absolument aucun calembour, hein, c'est une sorte de poney tout à fait normal. Donc le type désigné ou le type abstrait, dans mon cas, ce serait l'animal, et le type réel, ce serait le poney corse. Alors dans ce cas précis, j'ai pas de méthode, j'ai que des fonctions membres. Si je fais un appel à crier de mon type désigné, alors qu'en fait mon type réel c'est un poney corse, il va regarder et va voir, c'est une fonction membre tout à fait normale, c'est pas une méthode, donc je vais utiliser la fonction membre du type qu'on me donne, c'est-à-dire au type désigné. Il va utiliser animal crier. Alors en général, c'est pas ce que vous allez vouloir, parce qu'au bout du compte, vous voudrez manipuler votre type réel, et non pas seulement le type abstrait. Alors dans le cas, vous allez avoir des méthodes, et non pas des fonctions membres. Toujours au même cas, type désigné animal, type réel, poney corse. Par contre, dans tous les cas, crier est une méthode. Je vais utiliser mon animal flèche crier, ça va descendre dans l'arbre d'héritage pour aller jusqu'au type réel. À partir de l'animal, qui est le type désigné, ok, c'est une méthode, c'est pas une fonction membre, je descends en dessous, je regarde. Ok, méthode, je descends, ok, c'est mon type réel. Alors là, il va utiliser cette fonction membre, slash méthode, ici. Donc le poney corse de crier. Alors, jusque-là, c'est un petit peu abstrait, mais restez avec moi, on verra un exemple concret tout à l'heure. Juste important que vous compreniez bien la théorie derrière. Donc rappelez-vous bien, dans le cas où il n'y a pas de méthode, on utilisera le type désigné. Et dans le cas où il n'y a que des méthodes, on utilisera le type réel. Alors, quelques petites considérations techniques. Quand vous utilisez une fonction membre, le binding ou le linkage est statique, c'est-à-dire que votre comportement est déterminé uniquement à la compilation. Vous n'allez pas avoir de détermination à l'exécution pour savoir quel est le type de l'objet que vous utilisez, quelle méthode vous allez devoir utiliser. Non, c'est à la compilation. Le compilateur sait déjà qu'est-ce qu'il va utiliser. C'est déjà linké de façon statique, c'est-à-dire que quand vous faites un appel à animal crier, dans le binaire, ça appellera directement animal crier. Par contre, dans le cas d'une méthode, c'est du late binding, c'est-à-dire du linkage dynamique. Alors, comment ça va se passer en gros? Ça va faire passer l'appel de méthode par ce qu'on appelle une vtable. Alors, sans rentrer dans les détails parce que c'est quand même un petit peu plus avancé que ce dont vous avez besoin, une vtable, ça peut s'apparenter à un tableau de pointeurs sur fonction qui est propre à chaque objet et qui est autogénéré par le compilateur. Vous n'avez pas à vous en soucier, le compilateur se gère les vtables tout seul. Qu'est-ce que ça fait en gros une vtable? Ça permet de choisir, selon le type réel de l'objet, quelle est la méthode qui va être appelée. Et ça, c'est un comportement qui est à l'exécution. En gros, à chaque fois que j'ai une instance d'un objet, cet objet a derrière, dans le code compilé, donc ça vous en souciez pas, il a un pointeur vers une vtable. Et cette vtable, elle a un pointeur sur fonction pour chacune des méthodes de l'objet. Et ce qui se passe quand vous faites un appel de méthode sur un objet qui a des méthodes, donc qui a une vtable, le programme va en fait simplement regarder, voilà, pour mon objet, cette méthode-là, je devrais appeler la méthode là de tel type.
Parce qu'en fait, si je manipule en tant qu'un animal, mais que c'est un poney, j'aurai une VTable qui pointera sur les méthodes du poney, et non pas celle de l'animal. Alors, ça, bien sûr, vous n'avez pas besoin de comprendre parfaitement la façon de faire d'une VTable, parce que ce n'est pas nécessaire pour faire du polymorphisme correctement, mais c'est important de savoir que ça existe. Alors, la VTable, en gros, c'est ça qui permet l'appel polymorphique. C'est vraiment très important de retenir ça. Si vous n'avez pas de VTable, vous n'avez pas de late binding. Et si vous n'avez pas de late binding, votre comportement est déterminé à la compilation uniquement. Et vous ne pouvez pas faire de choses vachement bien avec. Alors, il y a un petit inconvénient à l'utilisation de méthodes par rapport aux fonctions membres, c'est que le temps d'accès est augmenté. Dans le cas où vous avez du linkage statique pour une fonction membre, vous n'avez pas à faire un appel à un pointeur sur fonction, à déréférencer votre pointeur sur fonction, regarder sur quoi ça pointe, faire l'appel à cette fonction-là. Vous avez un appel de fonction là où il faut, c'est direct. Par contre, dans le cas d'une VTable, vous avez des opérations en plus. Il faut regarder dans la VTable quelle est la fonction pointée pour cette fonction-là, la regarder, la déréférencer et l'appeler. Ça implique un temps d'accès plus grand. Alors, c'est généralement pas très remarquable, mais dans un souci d'optimisation, vous voudrez utiliser des méthodes uniquement quand c'est nécessaire. Donc, une autre petite considération technique qui est très importante, c'est les destructeurs virtuels. Alors, jusque-là, vous faisiez des destructeurs normaux, il n'y avait pas de souci avec ça, sauf que dans le cas d'une classe qui a un but polymorphique, c'est-à-dire une classe qui sera utilisée pour manipuler des sous-types, vous aurez besoin de mettre un destructeur virtuel. Pourquoi ? Parce que si jamais on ne met pas de destructeur virtuel, rappelez-vous le schéma que j'ai fait tout à l'heure, reprenons toujours le même cas, animal, poney, poney corse, si vous manipulez un poney corse en tant qu'un animal, mais que le destructeur de l'animal n'est pas virtuel, donc en fait c'est une simple fonction membre. Quand votre objet va être détruit, que vous allez faire un delete de votre objet, il va regarder quel destructeur il va utiliser. Il va regarder pour l'animal, il va se dire ok c'est une fonction membre, pas une méthode, je vais uniquement utiliser celui de l'animal. Ce qui va se résulter en le fait que seule la partie animale de votre poney corse sera détruite. La partie poney et la partie poney corse de l'objet ne seront pas détruites, les ressources seront toujours en mémoire, et si vous avez alloué des ressources pour vos objets, ce qui n'est peut-être pas le cas pour un poney corse, admettons, mais si vous avez alloué des ressources, comme par exemple ouvert des fichiers, ouvert des sockets, alloué de la mémoire spécifiquement pour un objet, et bien ces ressources elles vont être perdues, elles ne seront pas libérées. Tandis que si vous faites un destructeur virtuel, donc une méthode destructeur au bout du compte, quand on va détruire l'objet, le programme va se rendre compte qu'il faut utiliser un destructeur du type réel. Alors il va utiliser celui du poney corse, celui du poney corse va implicitement appeler celui du poney, puis celui de l'animal, après lui-même, ce qui fait que l'objet sera complètement détruit. Donc retenez bien, quand vous utilisez une classe mère de façon polymorphique, c'est-à-dire que vous allez l'utiliser pour manipuler des sous-types, le destructeur devra toujours être virtuel. Ok ? Donc maintenant, on va passer à quelques exemples concrets de comment faire du polymorphisme d'héritage de façon propre et efficace. Alors maintenant, pour vous expliquer concrètement comment on va faire du polymorphisme d'héritage et des classes polymorphiques, je vais utiliser un exemple assez simple, l'exemple d'une classe de personnage de RPG avec ses sous-classes, un guerrier et un mage qui auraient différentes façons d'attaquer, pour vous montrer comment ça marche. Alors, je vais commencer par créer un fichier .h. Alors, soyons propres. Voilà. Alors, je vais commencer par définir une classe caractère, qui sera donc pour ceux qui sont encore un petit peu anglophobes, une classe personnage pour faire servir de base à mes personnages concrets, qui auront tous un nom, et qui auront tous un constructeur, un destructeur, notez le destructeur virtuel, comme je l'ai dit c'est important, et qui auront tous une méthode attaque. Alors pourquoi c'est une méthode et pas une simple fonction membre ? Comme on l'a dit tout à l'heure, je voudrais utiliser le type réel de mon objet. Et au fond, même si je manipule des simples personnages, je voudrais que ce soit le type concret, donc un guerrier ou un mage qui attaque. Ils ne sont pas la même façon d'attaquer. Alors, on va également créer une classe guerrier qui hérite de mon caractère. Notez donc un guerrier est un caractère, vu que je fais de l'héritage public. Donc, je peux utiliser un guerrier comme un caractère. Donc on va faire les choses qui sont propres au guerrier, son constructeur. Tiens d'ailleurs j'ai oublié de mettre un paramètre. Il faudra bien qu'il prenne son nom en paramètre. Un destructeur virtuel et sa méthode attaque. Même tarif pour le mage,
ce sera exactement la même chose, sauf qu'il s'appellera mage au lieu de warrior. Voilà. Alors, pour ceux qui auraient un petit peu mal à suivre, je viens de faire 3 classes, caractère, warrior et mage. Warrior et mage héritent de caractère. Donc comme j'ai une relation d'héritage éteint entre mage et caractère et warrior et caractère, ça implique que je pourrais manipuler des warriors ou des mages comme des caractères. Et comme j'ai déclaré attaque en tant qu'une méthode et pas une simple fonction membre, quand je ferai attaquer des caractères, ça fera en pratique attaquer le guerrier ou le mage qui est derrière. Alors, on va implémenter tout ça maintenant. D'ailleurs, avant que ça plante dans mes pattes, je vais inclure string. Voilà, si j'étais pas étourdi, ça marcherait mieux. Alors, inclure stream, string. Mon test pour un HH, voilà. Alors, on va implémenter tout ça. Donc jusque là, je pense que c'est pas bien compliqué. On va leur faire afficher des choses quand ils sont créés pour avoir un peu de feedback à l'exécution. Un destructeur virtuel. Voilà. Ok. Alors ça, c'est pour le caractère. Alors, on va faire également sa méthode attaque tant qu'on y est. Alors, comme un caractère en lui-même, il n'a pas vraiment de façon propre à lui d'attaquer, on va simplement dire on va simplement dire que this name attaque quelqu'un, sans préciser comment. Voilà. Alors ça, c'est pour la classe caractère. Maintenant, on va faire le guerrier et le mage. Alors, avec leur constructeur. Alors, notez que, une fois de plus, comme vous avez vu dans le cours sur l'héritage, je chaîne les constructeurs. Dans le constructeur de warrior, la liste d'initialisation, je fais appel au constructeur de caractère pour initialiser la partie caractère avec mon paramètre n. Ce qui permettra d'appeler le constructeur du caractère, de construire cette partie-là et d'avoir le name qui est initialisé sans me fouler. Parce que je suis un peu flemmard tout de même. Alors, on crée un warrior. Voilà. On le détruit. Ok. Et donc, notre méthode attaque. Donc pour le warrior, contrairement au caractère, lui, il a une façon tout à fait à lui d'attaquer quelqu'un. Et on va dire, c'est que sa méthode à lui, c'est de battre quelqu'un à mort avec une truite. Donc, notre warrior amateur de poissons va battre quelqu'un à mort avec une grosse truite. Parfait. On va faire la même chose pour le mage. Alors une fois de plus, vous me pardonnerez le copier-coller, mais j'ai une flemme terrible. Hop. Créer un mage. Hop. 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 Alors le mage, lui, quand il va attaquer quelqu'un, il va être un petit peu plus finot que de mettre des grands coups de truite dans la tronche des gens. Disons qu'il va les frire à coups de boule de feu, tiens. Ok. Donc, petit récapitulatif de ce qu'on a là. On a une classe caractère dont hérite warrior et mage. Donc un warrior est un caractère, un mage est un caractère. Ils ont une méthode attaque qui leur permettra d'avoir chacun leur propre façon d'attaquer les gens. Le caractère, quand il veut attaquer quelqu'un, il va juste afficher attaque someone. Le warrior, il va battre quelqu'un à mort avec une truite. Et le mage, il va les frire avec une grosse boule de feu. Alors maintenant, faisons un petit main pour tester ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans mon main? Disons que je vais faire deux caractères qui seront en fait un warrior et un mage. Voilà. Alors, je vais utiliser maintenant les méthodes attaque de Bob et Jim successivement. Donc,
Bob attaque, Jim attaque. Voilà, alors on va commencer par voir comment ça marche ça. Alors ça compile, et quand on exécute, qu'est-ce que ça fait? Alors, on affiche creating character Bob et creating warrior Bob. Alors, vous remarquez qu'on a 4 messages de creating, c'est normal, parce que étant donné que Bob est un caractère et que Bob utilise le constructeur de caractère, on aura l'appel au constructeur de la partie caractère avant l'appel au constructeur de la partie warrior. Ça, une fois de plus, vous l'avez vu dans le cours sur l'héritage. De même, quand on crée Jim, on a 2 appels, caractère et mage. Les 2 parties sont bien créées. Ensuite, Bob flèche attaque. Bob frappe quelqu'un à mort avec une truite, et Jim grille quelqu'un avec une grosse boule de feu. Donc vous constatez que même si j'ai utilisé simplement les personnages en tant que des caractères, au bout du compte, tout ce que je sais c'est que c'est des caractères, je me fiche royalement de savoir ce que c'est derrière, leurs comportements réels ont été utilisés, parce que c'était des méthodes, et pas de simples fonctions membres. Par opposition, si jamais je modifie un petit peu mon code, et que je vire les virtuals, ça fera que attaque est une simple fonction membre. Vu que ce n'est plus une méthode, et que là je les manipule en tant que des caractères, si je retourne en arrière, je recompile et que j'exécute, vous allez voir, je vais avoir l'attaque du caractère, 2 fois. Bob attacks someone, Jim attacks someone. Donc là, on n'a plus les comportements et type réel, mais les comportements et type abstrait. Oups. Remettons donc nos virtuels, parce qu'au bout du compte, c'est comme ça qu'on peut faire. Alors, un autre petit exemple que vous trouverez peut-être plus parlant, parce que avoir 2 caractères, ce qu'on déclare en tant que new mage, new warrior, etc., on sait exactement ce que c'est à tout moment, c'est peut-être pas tout à fait le plus parlant. Par contre, si je commence à faire des choses de ce genre-là, genre caractère actuel chars égale, donc disons un tableau de caractères avec un caractère tout simple, un warrior, un mage, Joey, puis encore un autre warrior, genre Jack the Long, hein, après tout. Et que je vais faire pour chacun de ces caractères, hop, pour chacun de ces caractères, je vais faire ce caractère flèche attaque. Donc vous noterez ici que j'ai une boucle qui manipule un tableau de caractères sans savoir à quelque moment que ce soit, si c'est un warrior, un mage, un caractère, on s'en fiche royalement. On sait que c'est des caractères, et notre boucle va opérer de la même façon sur chacun des éléments du tableau, sans se soucier de savoir le type réel. Et grâce à la, entre guillemets, magie du polymorphisme par héritage, vous allez avoir les comportements des types réels. C'est-à-dire, si j'exécute ça, je vais avoir la création d'un caractère, un warrior, un mage, un warrior, et avoir l'attaque d'un caractère, un warrior, un mage, un warrior. Alors on voit là que si je compile le code et que je l'exécute, j'ai bien création d'un caractère, un warrior, un mage, un warrior, et attaque d'un caractère, un warrior, un mage et un warrior. Alors, dernière petite chose importante, pour le destructeur virtuel. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, si le destructeur n'est pas virtuel, vous n'allez pas détruire complètement votre objet, parce que vous allez utiliser uniquement le destructeur de type abstrait. Exemple concret. Si je fais un caractère étoile Bob égale new warrior, qui s'appellera Bob, et que je fais un delete Bob. Admettons que j'ai pas fait les destructeurs virtuels parce que je suis pas un mec bien. Donc, j'enlève le virtuel, hop là. Donc, vous allez avoir un delete Bob. Pour le compilateur, Bob, c'est un caractère étoile, et vu que caractère n'est, enfin que tilde caractère, donc le destructeur n'est pas virtuel, il va utiliser le destructeur de type abstrait uniquement. Donc, si je compile ça, et que je l'exécute, je vais avoir uniquement un caractère dying. Il n'y a que la partie caractère qui a été détruite. Tandis que, si jamais je laisse les virtuels au destructeur, il va d'abord descendre dans l'arbre d'héritage, utiliser des destructeurs de type réel, donc le warrior, il va faire la partie destruction du warrior, et implicitement, le destructeur va appeler les destructeurs de son parent, c'est-à-dire le caractère. Donc là, je vais avoir un warrior dying et un caractère dying, comme vous allez voir. Voilà. J'ai un warrior dying et un caractère dying. Là, si j'avais des ressources qui ont été allouées pour mon warrior, elles ont bien été détruites, il n'y a pas de problème. Voilà.
Donc ceci clôt le cours sur le polymorphisme par héritage. Je vous souhaite bon courage pour l'exercice de la journée et à bientôt.